Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau un immense comédien dont il est impossible de résumer la carrière en moins de 45 minutes. Le petit, le grand écran et le théâtre sont ses terrains de jeu de prédilection. On pourrait citer une multitude de films cultes dans lesquels il est apparu. La Veuve Coudert, Astérix Obélix, Ma femme s'appelle Maurice, et figurez-vous qu'il a même joué dans un James Bond. Eh oui, bonjour Jean-Pierre Castaldi. Bonjour. Alors c'était très court, je ne vais pas vous faire offense, mais ça a duré quoi, 2 minutes 30 à peu près. C'était ça dans Moonraker dans le... Non, Moonraker, non, je suis pas d'accord avec vous. C'est quand même le pré-générique. Ah oui, c'est vrai, qui a tourné partout d'ailleurs. Et le pré-générique fait le tour du monde avant la sortie du film. Mais attendez, on ne vous reconnaît pas là-dedans. Et justement, je raconte à la dérision maintenant, mais imaginez-vous il y a 30 ans. Oui. Jeune comédien français qui avait tourné dans quelques films américains quand même. Ouais. J'ai fait French Connection 2, vous n'avez pas... Oui, je n'ai pas cité, mais... Oui, j'ai quand même un rôle très important. J'ai fait... Bref, je parlais très bien anglais, je parle toujours bien anglais d'ailleurs, mais vous ne jouez pas des anglais, vous êtes toujours un français qui parle. Frenchy. Bon, bref. Et Margot Capellet, la grande casting de l'époque, la Besnéard d'aujourd'hui, me dit Jean-Pierre, tu lis le scénario parce qu'il y a plein de trucs là-haut, je vois pas ce que tu peux jouer, c'est pas intéressant. Il y a Georges Belair, mon partenaire, qui jouait aussi dans le James Bond, mais lui il est dans la capsule là-haut. Et je lis le truc, je vois le pré-générique, Pilot Jet, avec le géant, tu sais, avec les dents en acier. Ah oui, avec les dents en acier. Oui. Alors la caméra se rapproche du Learjet, on cut à l'intérieur, les deux pilotes cut à l'intérieur de James Bond. Et là, avec une femme, il boit du champagne, et puis la porte s'ouvre, le Pilot Jet à la flingue, il dit It's the end of the trip, c'est la fin du voyage, monsieur Bond, bagarre. Avec James Bond. Un coup dans le ventre à un moment donné, c'est fabuleux. Là, je le jette dans le vide, et je le regarde tomber, le géant me pousse, James Bond me rattrape, non, je raconte toute la séquence quand même. Il me rattrape, il me prend le truc, et bien évidemment, lui est sauvé, commence le film, et moi je meurs écrasé dans un... On ne voit pas atterrir au sol, c'est ça qui est triste d'ailleurs, on aurait voulu voir ça. Bon, bref. Et donc je m'imagine, jeune, beau, les dents blanches, avec la pilote jet, avec les gamins, bon. C'est quand même assez incroyable, franchement. Je suis payé 4 jours pour répéter les bagarres avec... Avec Roger Moore. Avec Roger Moore, tu vois. Pardon, tout est chorégraphié, attention, c'est au millimètre. Ouais. Tout est chorégraphié, trucs, répétitions, les transparences pour quand je vais être en parachute. Donc on a fait des essais pour que j'apprenne à faire les trucs et tout ça. Bon. Et puis on arrive le premier jour de tournage, costume sur mesure. Ouais. Et le premier jour de tournage arrive, je suis prévu donc... 48 ans plus tard, on me convoque au studio à Boulogne. À Boulogne, bien sûr, là où ça se tournait. Pour me montrer ma séquence. Ouais. Je dis, mais comment ça, ma séquence? J'ai pas fait de séquence, j'ai pas encore tourné. Moi, j'y vais, et t'as tout le staff qui est là. Ouais. Ah oui, puis là, ça rigole pas. Ah non, ça rigole pas, là. Ouais. Mr. Castaldi, je m'assois, et je vois ce que tu vois dans le film, le mec, on a un truc avec le masque, les moustaches, les lunettes de soleil. Je regarde tout ça, c'est une grosse séquence qui a coûté une fortune. Et nous, on allait insérer les transparences à l'intérieur. Mais je ne les ai pas encore tourné, les transparences, moi. Et je dis, voilà, ils sortent tous très heureux de la séquence. Là, je fais, yes, but who's that guy? Il fait, that's you. Vous n'avez même pas reconnu, c'est terrible. Même Benjamin, parce qu'en plus, j'ai mon nom en gros. Ouais. J'ai une moustache, j'ai les deux oreilles. Ah oui, c'est ça, on ne vous reconnaît pas du tout. Enfin, franchement, il faut savoir que c'est vous, quoi. Il faut vraiment avoir vu le générique pour ça. J'étais signé, vous savez qu'il y a les fans de James Bond qui se réunissent tous les 4 ans, on signe des autographes. Une journée, je signe même pas de mon nom, je signe de ma réplique It's the end of the trip, Mr. Bond. C'est vrai. C'est une vraie anecdote. En même temps, ça vous apprend l'humilité de l'acteur. Ah oui, c'est ça. Quelque part, quand on vous demande de faire une griffe derrière une phrase, c'est quand même, ça vous rend humble, c'est sûr. Oui, mais la réplique, elle est culte. Oui, vous avez raison. Alors, si vous êtes sur ce plateau, Jean-Pierre Castaldi, c'est parce que vous faites partie des Grands Ducs. C'est le titre de la pièce que vous jouez actuellement au théâtre de Passy. C'est l'adaptation du célèbre film porté par le trio mythique Noiret, Marielle, Rochefort, qui raconte la trajectoire de 3 comédiens sur le déclin. Alors, ils doivent monter
une pièce de théâtre, sauf qu'en vérité, rien ne va se passer comme prévu. Et vous, alors on va pas révéler évidemment ce qui va se passer dans cette histoire, mais je peux vous assurer qu'il y a un moment précis où là, vraiment, tout se décante finalement. Tout bascule. Parce que vous avez un vrai problème de costume, il faut le dire. Oui, c'est une des répliques de la j'ai un véritable problème de costume. Et là, j'arrive. Pas avec le ton, mais c'est ça. Et j'arrive dans un costume hautement improbable. Ah oui, ça je vous confirme. Mais ça vous rend humble aussi quelque part d'apparaître dans un costume. C'est aussi une autre réplique que j'ai dans la pièce, vous avez peut-être oublié. À ce prix-là, un comédien doit savoir tout jouer. Oui, c'est vrai, parce que vous renégociez vos cachets. Mais justement, on va en parler. On va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés par Sarah Lecoeuvre. Sarah, on va commencer ces infomédias avec la disparition d'un candidat emblématique de Pékin Express. Et oui, il avait participé aux saisons 11 et 13 avec son fils Thierry. Maurice est décédé à l'âge de 86 ans, c'est ce qu'a annoncé M6 mardi soir. Dans un communiqué, Maurice a marqué l'histoire du programme en célébrant notamment ses 80 ans dans l'édition en Asie de l'Est et Sud-Est. L'ancien champion d'aviron était arrivé en 4e position de cette saison. Il avait participé 4 ans plus tard avec son fils, toujours. Et là, ils avaient terminé malheureusement à la 7e position, donc un peu moins bien. Jean-Pierre, est-ce que vous pourriez participer à une émission telle que Mask Singer, telle que Danse avec les stars? Pékin Express d'ailleurs, on en parle. Non, Pékin Express, non. Non, l'aventure, ça vous fait peur? Non, vous savez, j'ai vécu 6 ans en Amérique du Sud, si vous avez regardé mon CV. Oui, en Argentine. J'ai grandi en Argentine, ça va, j'ai donné. Ouais. Non, j'aurais bien aimé en faire en terre inconnue, j'aurais bien aimé... Ouais. J'aurais adoré à une époque faire Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est vrai? Oui, parce que comme j'ai grandi en Argentine, tout ce qui vivent là-bas, je l'ai un peu vécu autrement. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui me correspondait. Mais Pékin Express, non, aller vivre chez les gens, tout ça, non. Et Danse avec les stars, alors? Alors là, je suis très prétentieux, je suis un grand danseur. C'est vrai? Attendez, ils vont vous appeler, là. Non, mais je suis trop vieux. Ah oui? J'avais proposé, et ça a été refusé, je voulais faire un acteur de cinéma sur le retour, qui rêve de faire Danse avec les stars pour se faire ce qui se passe un petit peu pour se faire parler de soi. Et je voulais qu'on filme la chose depuis le départ. Moi, je voulais pas qu'on triche. C'est-à-dire que si tu pars pour de la danse, que tu pèses 100 kilos, 105 kilos, que tu vas t'entraîner et danser avec le souffle, la cigarette et tout, c'est un training de 6 mois. C'est la condition physique qui vous manque, c'est ça? Oui. Mais pourtant, vous avez perdu du poids. J'ai perdu du poids, mais ce que je voulais montrer, c'est le chemin que s'impose ce mec pour arriver à faire Danse avec les stars et peut-être se faire éliminer au premier tour. Voilà, je rêvais de faire ça, voilà. Ça n'a pas marché, maintenant je peux plus, parce que j'étais vraiment un grand danseur de rock. Et vous avez participé à la première compagnie, ça c'était il y a quelques années sur TF1. C'était pas la première compagnie. La première compagnie, c'est un film, non? Oui, c'est la première compagnie. Non, la 7e, c'est le film. La première, c'était TF1. Oui, c'est ça, exactement. Oui, mais alors ça, je l'ai fait pour... C'est un bon souvenir? Excellent. Ouais. Excellent, à part que j'ai eu une côte cassée à la suite d'un exercice. Ah oui. C'était physique quand même. Oui, mais alors, je veux dire, je suis resté très ami avec le mercenaire qui est le formateur. Il y avait un formateur. Je suis ami avec lui. J'avais 60 ans quand j'ai fait ça, quand même. J'avais quand même 60 ans. Un jeune premier. Jeune premier. Tout le monde à Paris, tout le monde disait, dans quel état il doit être, le pauvre Jean-Pierre, à crapahuter comme ça. Quand ils sont venus me chercher. Donc ma femme, qui est venue me rejoindre, Corinne est venue me rejoindre là-bas, c'est la surprise qu'on te fait. Bon. Elle s'attendait à me trouver en 1000 morceaux. Et Benjamin m'attendait à l'aéroport avec mon meilleur ami Bernard Lecoq, Jean-Claude, tout mon staff, mes amis intimes étaient là, pensez voir un mec décavé et tout. Je répétais la forme. Bon, on n'a qu'une côte en moins, mais bon, vous étiez là. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, j'aurais fait Koh-Lanta avec plaisir. Oui, c'est ça, vous aviez l'âme d'un aventurier quand même. Allez, on poursuit ces infomédias avec Marie au premier regard. Oui, la télé-réalité revient, ça y est, sur M6 pour une 9e saison déjà. Ce sera lundi 3 mars à 21h10. Alors vous le savez, le principe de ce programme de dating, c'est d'unir deux célibataires par le mariage alors qu'ils ne se connaissent pas. En fait, c'est deux experts qui les ont associés, pensant qu'ils sont très compatibles. Alors l'une des nouveautés, c'est le départ de Gilbert Boujaoudé, qui était le sexologue de l'émission. Il est parti après 2
2 années de bons et loyaux services. Il est remplacé par sa consoeur belge, Marie Tapernou, qui a déjà officié dans la version en Belgique. Et l'autre nouveauté, c'est dans les profils des candidats, une célibataire ouverte à une relation avec un homme et une femme va se voir proposer l'une des 2 options, soit avec un homme, soit avec une femme. Elle ne le sait pas, donc on le découvrira avec elle à l'écran. Petite innovation. Alors on va vous demander des conseils parce que vous êtes un vieux routier de l'amour quand même, Jean-Pierre Castaldi. Ça fait 25 ans que vous êtes en couple avec Corinne, c'est ça me semble-t-il? 25, non, 30. Non, le mariage, vous êtes marié. Oui. Marié depuis 25 ans du coup. Oui, c'est ça, le mariage. Parce que Le mariage, c'était en 99. Non, vous était là, vous nous aviez invité. Oui. Fiches sont bonnes. Oui, mais alors alors, moi je suis nul des dates. Oui, enfin, ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Oui, avec qui j'ai 2 enfants, Paola. Giovanni et Paola. Paola, ma fille, qui a 20 et quelques années, qui finit cette année. Qui est née en 1996. Qui est ostéopathe. Elle va peut-être être majeure du master, je sais pas quoi. Elle est très bonne, Giovanni, qui est donc mon 2e fils, qui est journaliste à l'Équipe TV, dont je suis très fier. Absolument. Je suis très fier de lui parce que ça. Alors mes 2 enfants, ça se voit pas parce que quand ils le font, ça a l'air très facile et tout. Oui, Benjamin aussi, vous parlez. Il a l'air comme ça, mais c'est des gros bosseurs. Oui, bien sûr. Ils bossent tous les 2 très fort. Et Giovanni, c'est vraiment sa passion depuis qu'il est. Au cours de ma carrière, j'ai reçu des cadeaux et j'ai eu la première PlayStation où il y avait Formula One, je sais pas quoi, là, et puis le foot. Et moi, c'était les bagnoles. J'ai passé des nuits entières pendant que ma femme était enceinte à gagner toutes les courses. Et lui à faire le foot. Il passait des nuits entières avec ses potes, avec ses meilleurs amis. Il passait des nuits entières. On les appelait les chauves-souris parce qu'ils sortaient. Oui, pas parce qu'il dormait la tête en bas, c'est parce qu'il sortait la nuit. Il a passion pour le foot et je trouve qu'il a une progression dont je suis très fier. Ah oui. Mais d'ailleurs, c'est vrai que vous parlez de Benjamin et de Giovanni, et c'est vrai qu'il y a Paola aussi qui est un peu moins dans la lumière. Est-ce qu'elle a souffert aussi à un moment donné peut-être de ce manque de visibilité, si j'ose dire, qu'elle n'a pas eu contrairement aux Elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu. Elle, c'est le. Quand ils étaient petits, je n'allais pas à la plage avec eux. Ouais. Vous imaginez, je suis Fort Boyard quand j'arrivais sur la plage. Ah oui. Donc ma fille, dès le départ, elle avait un père connu. Quand je venais la chercher à l'école et tout ça, ça l'a gênée. Ah oui. Elle n'a jamais aimé cette notoriété. Il y a eu ça, il y a eu vous imaginez le tsunami dans la famille quand Benjamin a fait Secret Story. Love Story. 14 millions de téléspectateurs. Bien sûr. Comment vous l'avez vécu d'ailleurs, ce tsunami? Je vais vous dire une chose. Quand j'étais sur le tournage, voir comment ça se passait, je dis mais comment il fait? Ah ouais. Vous n'imaginez pas cette machine que c'était, le public, les cris, les oreillettes, les ordres, le truc. Des gens, vous ne savez pas ce qu'ils vont vous dire, ce qu'ils vont vous raconter, tout ça, Loana, qui devenaient des stars dans la rue. Le soir de la première, on avait bloqué. Moi, j'arrivais de Bougival, où j'habitais, donc je prenais voir l'avenue de Neuilly. À Argentine, ils avaient mis des barrières avec des flics, et c'était noir de monde jusqu'au Club de l'Étoile, pour voir Loana. À la sortie, oui. C'était incroyable. Vous l'aviez conseillé de le faire à Benjamin, cette émission? Mais je vais vous dire, on ne se rendait même pas compte de l'engouement. Il a été engagé parce que tous les autres avaient refusé. C'est vrai d'ailleurs. C'est vrai, il le dit. Exactement. Je veux dire, personne ne pouvait imaginer ça. C'est incroyable. Et j'ai été le premier à le défendre aussi parce que je pense qu'on ne s'est pas rendu compte à quel point il participait au succès du truc. Parce que c'est un paquebot, ce truc-là. Mais bien sûr, et d'ailleurs... Vous qui êtes animateur, allez sur un, vous allez voir comment c'est. Ah oui, c'est autre chose. Mais d'ailleurs, il était recruté après sur TF1 dans Secret Story parce qu'on s'est rendu compte que c'était lui aussi qui incarnait ce genre de format. Et aussi dans l'émission où il était très très bon aussi avec les chanteurs, là, Nouvelle Star. Il était remarquable dans Nouvelle Star. Dans quel exercice? Présentateur donc dans Nouvelle Star, Love Story, ou chroniqueur n'en touche pas à mon poste? Alors, touche pas à mon poste, c'est tout à fait autre chose. Oui, c'est un autre métier. Vous ne savez peut-être pas, mais il avait travaillé à Europe numéro 1.
il y a très longtemps, l'émission que fait Berthe Morisot aujourd'hui, je crois. Il a interviewé des stars à l'époque, il était très brillant. Il y a des gens qui demandaient à être interviewés par lui. Donc il est très très bon. Avec Hanouna, c'est tout à fait autre chose. Moi, je connais très bien Hanouna depuis très longtemps aussi. C'est un autre exercice. Et puis, vous savez très bien que quand on parle d'Hanouna et de TTMNP, dans le métier, tout est prêt à discussion. Tout est prêt à polémique. Et j'ai pas envie de rentrer dans ces... Surtout aujourd'hui où l'émission risque de disparaître. Non, c'est pas grave, ça va disparaître. Oui, absolument. On attend encore une décision du Conseil d'État qui devra arriver le jour de la Saint-Valentin, figurez-vous, ce vendredi. Oui, mais je pense pas qu'ils vont se déjuger. Non, a priori, c'est mal barré, effectivement. Allez, on termine avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 40 000. Oui, c'est le nombre de personnes qui se sont mobilisées dans une pétition contre les coupes budgétaires dans le secteur de la culture. Parmi les signataires, des dizaines de personnalités issues du cinéma comme Marina Foïs, Juliette Binoche, Laure Calamy, Joe Star, le rappeur, etc. Ce mouvement invite depuis plusieurs jours au théâtre les spectateurs à se lever en signe de soutien. Alors, il faut rappeler que ces dernières semaines, le secteur a été frappé par une série de mesures d'austérité, comme le gel des crédits de la part collective du pass culturel destiné aux jeunes, ce qui met en péril leur projet, évidemment. Vous regardez ce qui se fait sur le monde de la politique, sur les décisions qui peuvent être prises dans le cadre de la culture. Vous êtes, je suis beaucoup la politique, mais je n'en parle jamais. Vous n'avez jamais été engagé politiquement, d'ailleurs. Je n'en parle jamais. Je n'en parle jamais. Alors, il y a trois choses qui sont... Il y a le vote est secret, je crois, en France. Oui, absolument, oui. Si vous êtes dans l'isoloir, oui, normalement. Quand Jordan Deluxe me demande combien j'ai ma retraite, ça concerne que le percepteur et moi. Oui, c'est vrai. Et ce que je gagne par mois, ça ne concerne que moi et les impôts. C'est vrai, exactement. Voilà. Bon, tant pis, on vous demandez combien vous gagnez, tant pis. Non, parce que soit c'est indécent par rapport à certaines personnes. Si vous dites, j'ai pas assez de retraite, comment voulez-vous, nous qui avons eu la chance d'être connus, d'avoir travaillé, d'avoir bénéficié de tous les avantages de la notoriété, c'est ce que je dis à Benjamin, tu feras pleurer personne, hein. On fera pleurer personne. Voilà, on a choisi une vie aventureuse. L'aventure, quelquefois, elle est sympa, quelquefois, elle est pas sympa. Sur 50 ans de carrière, 2-3 ans de chômage, des hauts, des bas, tu vends tout, la bagnole, la moto, tu vends tout. Et puis, tu rachètes tout, et puis, tu en perds tout. Et puis, un jour, t'es là, et puis le lendemain, t'es là. Alors la politique, je la suis parce qu'il y a des conséquences indirectes sur la vie de tous les jours. Voilà. Et donc, alors moi j'ai résumé la politique. Churchill a dit, si à 20 ans t'es pas de gauche, c'est que t'as pas de cœur. Si à 60 ans t'es encore de gauche, c'est que t'as rien compris. T'as rien compris, exactement. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Churchill. Je suis à l'abri là. Vous êtes tranquille, vous citez des grands auteurs, vous avez raison. C'est normal que moi je connaisse ce soir. Nous on était mendésiens, rocardiens, on a connu tout ça, on a vu toute la gauche évoluer. L'arrivée de Mitterrand, tout ça. Donc, on sait qu'il ne faut pas parler de politique. On ne va pas parler de politique, mais on va parler quand même un petit peu. Par contre, je peux dire qu'effectivement, par contre, parce que je fais du théâtre et je fais beaucoup de tournées théâtrales et que je joue beaucoup en province, c'est vrai que les communes ne peuvent plus acheter de spectacles pour le moment parce qu'elles ne savent pas si elles auront des subventions, parce qu'effectivement, le théâtre en France, public et privé, est beaucoup subventionné et que sans les subventions, c'est des masses de gens qui vont s'arrêter de travailler. L'économie de ce secteur est effectivement fragile et il en est un peu question aussi dans votre pièce dont vous venez nous parler aujourd'hui, Les Grands-Ducs. C'est dans l'interview du Buzz TV. Alors si on vous cherche le samedi à 21h, il faut qu'on aille absolument au Théâtre de Passy. C'est du jeudi au samedi, vous jouez également à 17h, ça c'est le dimanche. Voilà, alors c'est vrai que c'est une mise en abîme cette pièce qui est totalement hilarante, 3 comédiens sur le déclin. Il faut dire que le Théâtre de Passy est très sympa. C'est une bonbonnière. Mais franchement, oui, c'est l'un des plus beaux théâtres en tout cas. Petit théâtre, pas grand, voilà, mais c'est juste ce qu'il faut. Parce que vous entendez les rires aussi du public, j'imagine. Il est là, il est tout de suite là, il n'est pas loin. Il n'est pas loin, c'est ça, vous avez raison. Ça rigole beaucoup d'ailleurs, alors c'est vrai que c'est l'adaptation du film connu qui a été porté par Philippe Noiret, Jean-Pierre Mariel et Jean Rochefort. Et c'est vrai que, en fait, on se met à la place d'un comédien. Un comédien qui, à un moment donné, se retrouve dans le creux de la vague, puisqu'il est question de 3 comédiens qui sont des has-beens, on pourrait les qualifier comme tels. Attendez, tous les comédiens se retrouvent un jour ou l'autre dans le creux de la vague. Et est-ce que j'allais vous demander, est-ce qu'à un moment donné, vous avez été dans le creux de la vague? Parce qu'on vous connaît quand même depuis des années, des décennies, et on a l'impression que vous avez été toujours en haut de l'affiche. Est-ce que vous avez senti des moments dans votre carrière où vous étiez moins désiré? Je vous l'ai dit, je suis resté plus de 3 ans au chômage après avoir, quand je fais le dernier film de Marcel Carné. Quand même, je tourne avec Marcel Carné, une légende. Sauf que cet été-là, il tournait Les Valseuses, erreur d'aiguillage, comme je dis. Bon,
Bon, mais Patrick Devers, je disais à votre collègue tout à l'heure, Patrick Devers, après Les Valseuses, il est resté 1 an sans tourner. Et on a préféré prendre un chanteur que lui dans un film qui lui a coûté le départ de sa femme Miu Miu, qui est partie avec le chanteur. Donc, il faut confirmer. Donc moi, je suis resté, j'ai monté, puis vous arrivez à un niveau, mais attendez, devant... Non, mais ça, c'est la fin de ma vie, ça, c'est la fin de ma vie, ça. Oui, non, mais... Quand je fais French Connection 2, avec Gene Hackman, j'ai 30 ans. À 30 ans, je pars à Hollywood faire un film, j'ai pas la green card. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Oui, c'est la carte verte. Là, je n'ai pas la green card. Derrière ça, je reste 2 ans et demi au chômage. Et là, à ce moment-là, vous dites quoi? Vous dites, ça y est, il va falloir que je retrouve autre chose. Mon père me dit, je donne des cours d'espagnol, puisque je suis trilingue. Donne des cours. Je dis, mais papa, avec les dettes que j'ai, il va me falloir 5 ans pour payer mes dettes. Et puis, le téléphone sonne, au bout de 3 ans, on cherche je rencontre Doradol, avec qui j'avais fait un Maigret, qui me dit, Jean-Pierre, je te cherche depuis une semaine, t'es où? J'avais tout perdu, j'avais perdu mon appartement, je vivais, mon téléphone c'était chez mes parents, et elle me dit, je te cherche partout, il y a un rôle pour toi à la télé. Je dis, oh bon, rôle pour moi. Alors je fonce au but de Chaumont, j'arrive, le metteur en scène me reçoit, et me dit, mais parce qu'à ça, on a déjà préparé le casting, là, et là le téléphone sonne, c'est Gérard Cyr, qui était le scénariste, dit, je veux le voir à déjeuner. Je pars déjeuner avec Gérard Cyr, je reviens, je décroche 100 jours de tournage. C'est beaucoup, c'est bien. Dans Les Hommes de Rose, feuilleton qui va cartonner, je joue un chauffeur routier. Là, je sortais de 2 ans de chômage, j'avais des millions de centimes de dettes. On se rend pas vraiment compte aujourd'hui ce que ça représente, mais c'est beaucoup d'argent. Et alors, quand on vous voit jouer, franchement, on a du mal à croire. J'ai pas envie de dire votre âge, je sais pas si vous le dites 80. ou pas. 80. On a du mal à croire que vous êtes vraiment en très grande force. C'est ce que se diront sûrement les spectateurs. Comment faites-vous? C'est quoi votre secret, Jean-Pierre? D'avoir profité de la vie pendant 80 ans. Vous l'avez consumé par le debout, mais bon voilà. Par les 3, D'accord. Vous savez, je vous disais, tout à l'heure, je vous l'ai dit, mais franchement, je vous ai dit, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'abord de faire votre métier. J'ai eu la chance de rencontrer des femmes, des compagnes dans ma vie personnelle exceptionnelle. J'ai le droit d'en parler puisqu'elle me l'a autorisé de le dire. Bon, Corinne, ma dernière femme, évidemment, qui est celle avec qui j'ai fait la fin du parcours. Catherine Allégret, la mère de Benjamin, qui est une femme formidable, que j'ai follement aimée aussi. Nous, on s'est aimés comme des jeunes, et qui est restée, qui m'a beaucoup appris. Elle m'a fait découvrir un monde, quand même. Sa famille, c'était quand même du lourd. Mon meilleur ami Xavier Gélin m'a fait rencontrer d'autres. J'ai rencontré tous les présidents de la République. J'ai été dans les plus grands restaurants, de France. J'ai le droit de faire des courses de voitures, de conduire une Formule 1, une Formule 3000. C'est le bonheur que vous avez ressenti finalement qui fait qu'aujourd'hui vous êtes encore... Elle m'a tellement donné, je peux lui en rendre un peu. Le temps qui passe vous effraie ou pas? Le temps qui passe. Un petit peu quand même. Parce que à cause de ma fille, je sais que ça va être difficile. Voilà. Mais, votre fille qui est très jeune, qui est 27 ans. 27 ans, exactement. Mais c'est aussi un cadeau de la vie, ma fille. Voilà, bon. Mais si vous préférez, quand mes parents sont morts il y a très longtemps, il y a 30 ans, ma mère est morte très jeune, parce qu'elle m'a eu très jeune, je me suis dit, ils ont bien fait de... Ils m'avaient mis pensionnaire. Alors, il paraît que j'étais traumatisé à 30 ans. Je ne suis plus du tout traumatisé. Ils m'ont fait une belle enfance. Parce que finalement, le fait d'avoir été... de changer de collège tous les ans, de changer de pays, de parler 3 langues et tout ça, quelque part, ça m'a préparé à ce métier. Qu'est-ce que c'est ce métier ? Vous rencontrez un metteur en scène, on vous engage pour un film, vous rencontrez des partenaires, on se séduit en préparation, pendant le truc, on tombe plus ou moins amoureux, on s'aime pendant le truc. À la fin du film, on se jure qu'on va se revoir et tout, on dit on n'en reverra jamais. Bien sûr. Un film, une pièce de théâtre ou une tournée, c'est une histoire d'amour qui commence avec son père et qui finit. Et à chaque fois, ça recommence. Et quand tu recommences, c'est comme si tu n'avais jamais rien fait, c'est toujours une première fois. Jean-Pierre, vous parliez des compagnes que vous avez eues dans votre vie. Est-ce que quand on
est acteur, qu'on est célèbre comme vous et qu'on est beau également, est-ce que c'est plus facile quand on entre dans un jeu de séduction? Est-ce que vous avez senti quand même que les portes étaient plus ouvertes lorsque voilà, on avait ce statut-là? Je pense pas que Claude Zidi m'a engagé parce que je l'avais séduit. Ah non, mais je vous parle avec les femmes, pas avec les réalisateurs. Mon ami Claude Zidi, je pense pas. Voilà. Oh, enfin, vous savez. Je pense pas que j'ai séduit Claude Sauté non plus. Oh, je me suis pas pris pour. c'est pas ce que la légende dit. Non, mais ça n'est que des métiers de séduction, vous le savez très bien. Alors, évidemment, aujourd'hui, il faut faire très attention quand on parle de ces choses-là, parce que c'est très compliqué. Nous, on appartient à une génération très, très bénie. Ouais. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que c'est très très jeune qu'on nous apprend à respecter les femmes. Ouais. Nous, pensionnaires, j'étais dans des pensions mixtes en Argentine, ce qui n'existait pas en France, mais j'étais dans des pensions mixtes. Les femmes, ça se touche avec une fleur. Ouais. Une femme, c'est d'abord ta mère, donc bien sûr. Si t'aimes ta mère, tu respectes les femmes. Donc, on appartient à une génération qui... Alors, on a eu la chance d'avoir la libération sexuelle, le truc comme ça, il n'y avait pas... Bon... Aujourd'hui, c'est très compliqué. Je ne voudrais pas avoir 17, 18 ans aujourd'hui. Je ne voudrais pas. Ce serait plus compliqué, c'est vrai. Jean-Pierre Castaldi, Raphaël Mesrahi, que vous connaissez, puisqu'il y a eu une séquence culte qui tourne chaque année dans Les Bêtisiers, était l'invité du Figaro la nuit et il est revenu dans cette émission présentée par Thibaut Gauthier sur ce moment où vous lui avez donné une interview, cette parodie d'interview dont on se souvient tous. Je vous propose de regarder cette séquence. Bah, j'ai eu peur avec plein, hein, Castaldi, avec plein. Castaldi, carrément. Ah bah c'était chaud, il a failli me casser la gueule, c'était chaud. Mais par exemple, j'ai... Et à quel moment vous vous dites, là, faut que j'arrête, faut que je lui dise j'aurais une autre serviette, s'il y a. Ouais. Ah mais moi, si je peux aller, parce que comme je suis kamikaze, je peux aller très loin. Mais quitte à me faire casser la gueule et finir mort, mais... Autant que ce soit à la téloche. Mais voilà, ça, autant que ce soit à la téloche. Vous avez failli le tuer, Raphaël Mesrahi, à l'époque? Vous étiez très énervé quand même. Hein. Oui, mais je suis énervé parce qu'il insulte un technicien. Ah oui, c'est ça, exactement. Vous avez raison. À ce moment-là, il est en train il s'en prend à la technicienne qui en réalité, c'est sa femme. Ouais. Parce qu'ils avaient mis 2 attachés de presse. Je suis à la veille d'une générale au théâtre. Ouais. À la hauteur de la Gaîté, donc je suis à la veille d'une générale. On est très nerveux à la veille d'un général, et on me dit, c'est pour une émission géniale, un Access Prime Time TF1, tu passes à la télé, tu remplis un théâtre, on le sait à l'époque, tu passais à la télé, tu faisais de la loc pour une chaîne aussi. Voilà, bon. Et donc, tu vas voir le mec qui connaît ta vie par cœur, il va enfin te poser des bonnes questions, tu vois. Bon. J'arrive devant cette espèce de truc là, mais ils me font poireauter 1 heure. Mais comme ils me connaissaient, ils avaient mis de la vodka, du saumon. Et tiens, tu veux pas un peu de saumon? Parce qu'il m'avait fait l'interview vers 12h30, tu vois. Il savait que j'allais manger un peu, tu ne peux pas refuser de saumon. Un petit peu de caviar, d'œuf de l'Inde. Et puis vas-y là. Donc déjà, ils m'ont bien. Ah, ils vous avez rincé, ouais. Voilà. Et puis après ils vous ont saoulé, quoi, c'est ça qui... Oui. Non, ils m'ont pas saoulé, mais disons que j'étais à température. Vous étiez à point. Merci beaucoup, Jean-Pierre Castaldi. Merci d'avoir été notre invité. C'est déjà terminé. Déjà Mais oui, non, mais ça fait une demi-heure. Il faudrait que vous reveniez la prochaine fois, mais sur 52 minutes, parce que c'est beaucoup trop court et un peu frustrant, je dois vous l'avouer. Je rappelle qu'on vous retrouve donc dans les Grands Ducs. C'est du jeudi au samedi à 21h et le dimanche à 17h. C'est au théâtre. Alors, il faut dire que je suis avec Véronique Jeunesse, Georges Meller et Jean de Cité. Mais on voit la fiche, en tout cas, oui, la fiche à l'écran, et on voit la petite. Il n'y a pas la petite. La petite Véronique, une petite actrice aussi, hein, qui est en devenir, mais elle est plutôt talentueuse. Merci beaucoup, elle n'est pas mauvaise du tout. Merci. Bonne journée à toutes et à tous sur le Figaro TV.